vu comme ça, un peu le sujet un peu de du docu qu'on fait maintenant, c'est d'un point de vue aussi relationnel, tu vois, le point de vue de solitude et d'impuissance, d'un point de vue relationnel dans sa vie de tous les jours. Et du coup, je me demandais si tu avais une opinion Oui, là-dessus, tu mais vois, il y a subjective. deux solitudes que donc je fais la distinction. La solitude réelle, la personne seule, et la solitude face aux problèmes qui t'arrivent et sur lesquels tu n'as pas prise et tu n'as aucun pouvoir qui est là pour te protéger ou pour faire quelque chose pour que ce problème disparaisse. Donc, moi, ce sont deux solitudes que je distingue quand Ouais. même si l'une peut avoir un rapport avec l'autre. On peut avoir les deux solitudes cumulées, parce qu'on est seul, voilà, et deuxièmement, parce qu'on a perdu son travail, étant donné que le pouvoir ne nous protège pas. Avec Communet, on essaye d'être au service de la communauté. On est un organisme qui est subventionné, donc on a une obligation d'être à l'écoute de la communauté. Et ça passe par des liens qu'on construit au fur et à mesure via les réseaux qu'on met en place avec la commune, les communautés de communes, mais aussi les habitants. Dans l'écosystème que vous créez dans les lieux de communat, vous prenez vraiment en compte les besoins et envies du quartier, du voisinage. Et du coup, on se demandait comment est-ce que vous faites ça concrètement. Ouais, bah c'est un gros boulot ça, qui est rarement pris en compte à sa juste valeur par les propriétaires des bâtiments. Mais ça demande, avant même d'activer quoi que ce soit dans le lieu, d'aller rencontrer le voisinage. Donc, allez, ça se passe par faire des barbecues, sonner aux portes, vraiment, aller discuter avec les gens autour, mettre des petits mots dans les boîtes aux lettres. Voilà. On va voir les écoles aussi, les maisons de jeunes. Donc, dans le très concret, ça va passer par des rencontres, les gens du quartier qui viennent, les ASBL qui sont présentes et qui vont s'emparer des espaces et qui vont se rencontrer et qui vont se rendre compte qu'en fait, ils pourraient faire d'autres choses en plus ensemble. Et oui, l'espace leur appartient en fait. On le crée ensemble et on le gère ensemble vraiment. Il y a vraiment une notion d'horizontalité et de partage de l'espace. Le lieu, c'est essentiel dans un groupe. Enfin, l'endroit où tu te rejoins, ce que tu mets en commun dans cet espace, que tu peux laisser sur place, que tu peux créer, peindre les murs, enfin, tu te l'appropries. C'est très fort comme outil, en fait, un espace. Donc, oui, je pense qu'on contribue à soutenir des communautés locales. Ouais. Alors le rêve, ça serait que par exemple ici, la communauté d'occupants, il y a un noyau qui se forme au fil du temps de personnes vraiment très impliquées et qui, à la fin de l'occupation, puissent faire une proposition directe à la commune et dire bah voilà, ça fait 2 ans et demi qu'on est là, on connaît bien le lieu, et ben on vous propose tel projet pour la suite. Et alors là, ça devient pérenne. Je viens d'une ville qui s'appelle Nantes et ils ont décidé dans les années 80 d'investir massivement dans la culture. Et aujourd'hui, c'est une ville florissante où il y a beaucoup d'attrait, beaucoup de gens qui viennent s'installer à Nantes. Mais moi qui ai grandi dans cette ville, j'étais toujours très frustré parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de place pour les habitants, pour nous les jeunes, pour créer. A contrario, à Bruxelles, quand je suis arrivé ici, j'étais impressionné par tous ces petites initiatives, ces petites salles de concert, ces petits indépendants, ces gens qui sont dans des squats et qui font les choses à leur manière. Et ça, je trouve ça grandiose et je préfère qu'il y ait une qualité moins importante, mais qu'il y ait plus de diversité. Pour moi, c'est hyper important la diversité, cette idée de diversité et surtout la possibilité d'être acteur de cette diversité.
Des espaces hors consommation dans la ville aujourd'hui, il y en a de moins en moins en fait. Tu socialises dans les bars, dans les magasins, entre les magasins quand tu fais du shopping. En fait, il y en a de moins en moins des espaces où juste tu peux être là, où tu peux juste être sans sortir ton portefeuille, sans avoir à boire une bière en même temps, ce qui fait qu'on est complètement dépossédés, nous en tant que citoyens habitants de la ville, dépossédés des espaces dans lesquels on vit au jour le jour en fait. Et pourtant, c'est la base quand même de la vie, de juste rencontrer des gens, être ensemble, voilà, sans obligation de consommation. Enfin, ces grosses entreprises qui rachètent tout un pan de la ville, c'est pour faire du profit forcément. Donc ça va être des bars, des centres commerciaux. Tu vois des villes qui sont transformées en centres commerciaux à ciel ouvert. C'est plus que ça, le tissu urbain, c'est plus que ça, la vie en ville. Je pense que c'est essentiel qu'on ait des espaces en tant qu'habitant où on peut juste être en fait, comme à la campagne. Le parvis de Saint-Gilles, je pense que c'est un super exemple. Là, il a été rénové là, il y a un an et demi. C'est frappant en fait, comme le public qui est sur cette place a changé. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé tous les arbres, ils ont enlevé la majorité des bancs, et ils ont agrandi les terrasses. Donc maintenant, de chaque côté du parvis, tu as les bars et les terrasses qui arrivent. Et en fait, tu n'as plus qu'un couloir pour circuler. Tu peux plus t'arrêter. Tu as un banc avec un arbre et c'est le seul. Ça joue beaucoup dans la gentrification de la ville aussi, parce que forcément, la gentrification, c'est quand tu as toute une partie de la population qui est exclue de son espace de vie habituel. Donc au fur et à mesure, des espaces comme ça, c'est hyper excluant en fait. Tu as toute une partie de la population qui n'a plus accès à des espaces qui sont publics quand même, il faut le rappeler, à la base, et qui sont privatisés par les terrasses et les supermarchés. Il y a une différence entre aménager une place et aménager un quartier. Le quartier, c'est un lieu de vie. Et une place, c'est un lieu de rencontre. Donc, tu vois, c'est déjà différent. Quand tu changes la structure urbanistique, tu changes le tissu social automatiquement. Je veux dire, les gens foutent le camp ailleurs, et en foutant le camp ailleurs, ils ne vont pas reconstituer, parce que n'oublie pas que ça c'était l'une de mes hypothèses, moi. En jouant sur l'organisation de l'espace, on peut l'organiser de sorte qu'il soit favorable aux relations ou défavorable aux relations. Et si je pouvais passer un message à la ville de Bruxelles, je lui dirais que la culture populaire qu'elle a aujourd'hui, il faut la chérir parce que c'est comme un feu de cheminée, quand ça s'éteint, ça ne repart pas tout seul. Et je trouve que Nantes, c'est une ville qui a perdu énormément de sa culture populaire. Et quand je vais là-bas, je trouve que c'est très beau, mais c'est un peu aseptisé. Alors que le chaos bruxellois, ce fourmillement, et il est magique, il est magnifique, et il faudrait le chérir et le mettre en avant. Or, c'est pas toujours ce qui est mis en avant. On se plaint beaucoup du chaos bruxellois, mais c'est une richesse en fait. Toutes les villes occidentales suivent un petit peu le même schéma, c'est-à-dire qu'on va vider les centres-villes, faire des grandes avenues avec des trottoirs en granit, comme on voit le boulevard Anspach, ce qui se passe. Mais en fait, pour moi, c'est un peu le diable, quoi, parce que c'est propre, c'est chouette, mais en fait, c'est vider des gens. C'est vider les gens, c'est enlever les populations plus pauvres, c'est enlever les vrais habitants de la ville qui font vivre la ville. Je suis toujours plus intéressé par des villes où le quartier populaire sont à l'intérieur de la ville et les quartiers riches à l'extérieur, comme Marseille par exemple. Et je trouve que c'est des villes qui sont beaucoup plus vivantes que des villes qui viennent complètement aseptisées avec leurs trottoirs en granit et leurs belles rues. Mais vider de gens, quoi. Voilà, c'est ça. Bah oui, parce que plus on est fort, plus nombreux on est. Donc c'est important cette idée de communauté parce que ça nous permet d'avoir du poids vis-à-vis des gros investisseurs et des pouvoirs publics. Les espaces sont plus pensés pour les dynamiques qui peuvent s'y créer. Ils sont pensés pour répondre aux besoins des commerces autour.
Donc là, c'est aussi la responsabilité, on va dire, peut-être de chacun, de se demander en fait à quoi j'ai envie que serve cet espace, de pourquoi est-ce que moi j'en ai besoin, et l'utiliser, parce que la ville est à nous et on peut la façonner. Ouais. Un des grands objectifs de la communauté de la Poudrière Emmaüs, hein, c'est de vivre ensemble en mettant en avant le lien social. C'est-à-dire c'est les personnes qui sont importantes. Et donc, il y a une grande importance qui est donnée au fait qu'il n'y a pas un grand chef qui dirige tout et il n'y a pas non plus des groupes. C'est vraiment ensemble que les choses... Enfin, il y a un essai vraiment le plus possible d'être ensemble, de réfléchir ensemble, de vivre les choses ensemble. Et le plus important, c'est, on dit l'amitié, ça veut dire le lien social, avoir de la considération pour l'autre, du respect pour l'autre, et voilà. Ouais. D'ailleurs, Gérard, est-ce que je t'avais parlé d'un projet que je voulais mener dans un futur? C'est-à-dire, le fait pourquoi je suis là, c'est qu'au final, moi, je veux créer une communauté plus tard, du moins faire partie d'une communauté. Parce que je pense que on va devoir vivre plus ensemble, favoriser le lien social. Je me demandais si tu avais des idées, des choses à mettre en place. Parce que moi, ce serait plus une communauté en autarcie de la société, je pense. Ou alors, est-ce que tu as simplement des expériences à me faire part ou des conseils pour lancer une communauté comme celle-ci? Oh bah oui, sûrement. Bah, moi, je dis toujours qu'une communauté, ça ne fonctionne que s'il y a un projet, un but, un objectif, tu vois. Parce que pour se retrouver entre soi, c'est... Oh, on est bien ensemble, c'est cool, mais ça dure pas, quoi. Moi, on m'a toujours dit, tu vois... Enfin, on m'a toujours dit non, mais je trouve que c'est une grande sagesse. Grandis là où on t'a mis. Tu vois, ailleurs, c'est... Enfin, il y a pas mal de chansons comme ça, tu vois. Ouais, ailleurs, c'est bien, ailleurs, c'est bien. Puis en fait, je reviens. Parce qu'en fait, ailleurs, c'est pas mieux. Ouais, j'ai l'impression que, mais non. Donc, là où tu es, tu vois, avec tes proches, ou même avec un gars qui vient de l'extérieur et que tu découvres, hein, voilà. L'objectif de la Poudrière, c'est quand même aussi d'accueillir des personnes qui ont mal. Hein. Voilà. Et donc, de permettre à des gens qui ont mal de retrouver une dignité, et une des manières fondamentales de retrouver une dignité, c'est d'être libre. Mais c'est très difficile. C'est très difficile parce que quand on le voit souvent, des personnes qui sont allées en prison pendant des années, ils ont peur d'être libres. Parce qu'on leur a dit quand il fallait manger, on leur a fait la boîte, etc., quand ils devaient se lever et tout. Donc c'est très difficile d'être libre. De rester debout libre, c'est difficile. Mieux vaut avoir quand même une communauté où tu as des rapports humains entre les gens que d'avoir des rapports sociétaires absolument dans l'indifférence totale, en se disant que oui, de toute façon, nous avons l'État, nous avons des organisations qui s'occupent d'une solidarité, à savoir la sécurité sociale, alors que dans les sociétés dites primaires, les gens partagent les événements qui leur arrivent. Un malade, un décès, parce qu'il y a un lien qui est très fort entre les gens. Le rapport communautaire, il a ce privilège-là d'être imprégné d'émotions, d'affection, enfin bon. Ça fait à peu près 25 ans que cette association est née. Au départ, donc, pour bien comprendre, c'est vraiment un mouvement d'installation et d'insertion de personnes réfugiées. Et donc,
c'est né vraiment de la rencontre entre une Belge et une personne réfugiée qui était issue du génocide rwandais. De fil en aiguille, si tu veux, le lien ici qui a été créé entre ces deux personnes-là a fait effet boule de neige à d'autres histoires de réfugiés. Le fait que des personnes se rencontrent, ça produit quelque chose de tout à fait inattendu. L'apport de chacun, il se fait pas tellement, c'est pas tellement un calcul, tu vois. Il n'y a pas tellement d'apport plus ou moins. Mais ce qui est important, c'est le fait qu'une personne c'est une personne humaine, et donc parce que c'est mon semblable, mon frère ou ma sœur humaine, alors je rentre en contact avec lui. Convivial est vraiment né du principe qu'il fallait s'adapter aux besoins des réfugiés et offrir des services qui sont en lien avec les besoins directs des réfugiés. Et les réfugiés ont besoin de collectivité. Donc, on répond à ce besoin-là en créant des activités aussi bien liées à l'insertion socio-professionnelle collective que des activités qui sont plus liées au vivre ensemble, à la création de liens sociaux et de tissus sociaux. Le réfugié est une personne qui est persécutée individuellement et qui est partie de son pays parce qu'il avait des problèmes personnels et que, à partir du moment où il arrive dans une nouvelle société, il se sent seul. On est bien d'accord que voilà, il est parti, il n'a pas choisi, il est arrivé, il a fait son insertion ici, il arrive, il ne connaît en général pas la société dans laquelle il est et on a besoin de collectif. Tout être humain a besoin de collectif, a besoin de se sentir rattaché. Le but de l'association est vraiment de soutenir les personnes réfugiées, de les inclure. C'est vraiment une vision plutôt inclusive de la société. Donc inclure ce public et prendre en compte les spécificités de ce public. La vision de Convivial par rapport aux réfugiés n'est pas une vision victimisante. Faire société, c'est inclure tous les publics de notre société et prendre en considération les spécificités et les vulnérabilités de certains publics. Donc la différence, ça amène des difficultés techniques. La différence d'âge, la différence de culture. Ici, on a des gens de tous les pays, d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie, enfin de toutes sortes. Donc ça amène une difficulté. Mais cette difficulté, ce qu'elle produit, à partir du moment où je veux être en relation avec l'autre qui est mon frère et pourtant différent, cette réalité-là amène de nouveau des choses très particulières. Un homme et une femme, c'est différent dans la vie concrète, il y a des sensibilités différentes, mais ce qui fait la richesse d'un couple, c'est justement cette différence qui est dépassée pour trouver l'essentiel, c'est-à-dire notre base commune, et construire avec ces différences quelque chose de particulier. Pas comme moi, pas tout seul moi, mon projet, moi. Non. C'est mon projet et celui de l'autre, et ensemble, on construit quelque chose de différent de ce que j'avais imaginé, parce que l'autre m'amène des choses. Voilà. C'est la richesse de la diversité, c'est très riche, mais c'est difficile. Et je m'accroche à cette communauté, pas au sens de m'accrocher, je vais tomber, mais je crée un lien, une ligature, je ne vais pas dire une chaîne, enfin, je vais exagérer un petit peu, une chaîne, mais un lien, parce que ça construit ma vie d'être en relation, en vie, en construction avec ce type de personnage qui crée un groupe qui, à mes yeux, est extrêmement intéressant et positif. Il construit du bien, il y a du fruit à ce truc-là. L'essentiel, c'est de pouvoir en tout cas se reposer, s'épauler, s'entraider. Que tu l'appelles communauté, collectif, ça n'a pas d'importance pour moi. Qu'on fasse une chose ensemble ou qu'on décide de le faire chacun de notre côté, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de pouvoir se sentir ensemble. Quand par exemple, je prends beaucoup l'exemple de mon fils, mais mon fils dessine, il fait ses petits dessins de son côté, mais je suis à côté de lui, je suis dans la même pièce que lui. Il fait quelque chose pour lui, c'est lui, il a son objectif, il fait son petit dessin, mais il sait que je suis là. C'est ça pour moi qui est important de notre société et qui manque. C'est pas qu'on doit toujours tout faire ensemble, mais on doit, pour moi, savoir être rassuré, savoir qu'au final, on a toujours quelqu'un sur qui on peut se reposer si à un moment donné, on coince, on a une question, ou on a envie d'échanger, c'est ça. Mais il y a donc un jeu entre
je suis seul debout, le soir, je me couche seul, je suis content de ma journée, et j'ai pas besoin de l'autre pour me consoler. Ah, vite, maman, j'ai besoin. Non, je suis. Voilà. Mais en même temps, c'est un besoin vital pour avoir une bonne santé mentale, d'avoir des amis. Je ne sais pas que je vais m'en servir, mais ça fait partie de l'être humain profond, d'être en relation. Comme je l'ai dit à la Poudrière, il y a des choses qui se passent que je n'avais pas décidé. Ça, c'est fondamental. Ouais. Parce que je pense que parfois la famille et le collectif, ça peut être étouffant aussi. Hein. Je pense que voilà, mon mari ici, il était très content de se dire quand tu as un problème, c'est ton problème à toi et c'est pas tout le monde qui va s'en mêler. Donc il y a parfois, je trouve que c'est une question d'équilibre et de balance et que c'est clair qu'aujourd'hui, ici en Belgique, je trouve qu'on va beaucoup trop fort dans un sens et qu'il faudrait beaucoup plus renforcer la solidarité et la collectivité. Le projet, quel qu'il soit, confronté à la réalité, il va évoluer automatiquement. Et c'est tout à fait normal, ça. Il n'y a pas lieu de s'affoler, pas du tout. De dire, oui, la réalité elle est là, la réalité de l'autre est ça, ma réalité à moi c'est ça. Dans cette confrontation, on va arranger les choses, on va discuter, on va trouver un consensus. Et ça, c'est la vie, hein. Il n'y a pas que la vie de couple, hein. Au contraire, la vie de couple, en général, ça explose. Mais quand on est en dynamique plurielle, tu vois, parce que la pluralité, elle est plus intéressante, parce qu'il y a des modérations, il y a une multitude de positions, et alors le dialogue s'impose. On peut s'énerver à deux, mais quand on est un collectif, en général, on a une attitude tout à fait différente. On va essayer de dire, je suis pas le seul qui a raison, peut-être j'ai tort. Tu vois, il y a des remises en cause qui se font automatiquement, et voilà. Et à travers, de toute façon, cette expérience communautaire, c'est toujours l'individu qui sort bénéficiaire, parce qu'il s'est confronté à quelque chose qu'il n'a pas vécu, et quels que soient les résultats, il a déjà acquis une certaine expérience et une mise à l'épreuve, en quelque sorte, et c'est relativement intéressant. Notre richesse des pays occidentaux nous permettent d'être cool peinard, j'ai besoin de personne, tu vois. Moi, j'ai envie de regarder la TV, je ne vais pas aller, comme dans les années 50, chez mon voisin ou au café voir la TV. J'ai ma TV. Donc, je pense que l'individualisme, c'est dû en grande partie à notre richesse. Je suis capable d'être tout seul, les autres, je vous emmerde, tu vois. Oui, on constate clairement une individualisation avec les smartphones, déjà, ça aide beaucoup, chacun dans son petit carré. Là, avec le Covid, le télétravail, tout ça, il y a beaucoup moins de choses qui sont mises en commun. Alors, on a encore les transports publics, mais c'est pas des endroits très agréables pour une vie en commun. Quand tu as vécu un peu ce que c'est que de faire les choses en groupe avec d'autres, tu comprends ce que c'est la vraie puissance, en fait, je pense. Quand on est isolé, on tourne en rond. Et là, on l'a bien vu avec le Covid. Quand on est vraiment... quand on n'a personne à qui parler, ou quand on n'est pas soutenu, qu'on n'est pas aidé, qu'on n'a pas quelqu'un à qui on peut exprimer et que l'autre peut prendre en considération ce que l'on pense, etc., l'isolement tue. Le lien social ne pourra jamais être remplacé par un écran, par du virtuel. On a besoin de cette chaleur humaine, on a besoin de sentir que quelqu'un nous prend en considération, et donc le collectif, il est essentiel. Et puis on apprend ensemble, on échange des points de vue, ça fait avancer la société aussi. Et ça, c'est hyper important. Quand on est tout seul, on tourne en boucle toujours sur le même truc et on n'arrive pas à prendre du recul.